commencer le livre. Hop, sur les dépendances affectives. Bonsoir tout le monde. Donc pour tous ceux qui étaient là hier, bah voilà, vous savez qu'on va continuer la lecture du livre. Coucou Ali. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, on commence la lecture du chapitre 9. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, donc, le livre de Véronique Berger sur les dépendances affectives. Donc, Véronique Berger, donc, c'est une psychanalyste qui est formée à la psychopathologie clinique d'orientation psychanalytique et à la psychanalyse groupale. Donc, elle est membre de la Fédération des ateliers de psychanalyse, de l'Association européenne Nicolas Abraham et Maria Torok, puis de l'International Winnicott Association. Elle a accompagné pendant une 30aine d'années des personnes en couple et en individuel sur leur chemin d'évolution intérieure. Voilà, donc c'est le livre qu'on est en train de découvrir ce soir. Donc on va commencer sans plus tarder la lecture. N'hésitez pas à tapoter à fond sur le live pour... voilà, n'hésitez pas à tapoter le temps que tout le monde arrive. Et vous pouvez suivre les replays des lectures sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne. Voilà, on commence à être pas mal déjà. Et donc je vous retrouve aussi sur... Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube. Donc le chapitre 9, vers une liberté vraie. Coucou Cynthia, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. Voilà, donc je vais attendre peut-être un petit peu. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent à fond sur le live. Hier, on a eu plus de 10K de likes. C'était super cool. Coucou Mia. Bonsoir tout le monde. Ça va, merci. Ça va très bien. Qui était en live hier pour la lecture? Est-ce qu'il y en avait qui découvrent, qui était en live hier? Donc là, on va lire le chapitre 9. Et donc on va faire un petit live ce soir. On va pas lire tout le chapitre. On va lire la moitié, je pense. On va voir jusqu'où je lis. Mais voilà, on va terminer le live vers 21h, vers 21h15, quoi. Merci Mia. Coucou Gassim. Donc voilà, allez, je commence la lecture. Donc chapitre 9, vers une liberté vraie. Les liens nocifs de dépendance affective s'avèrent indiscutablement liberticides. Par leurs effets d'asservissement, de captation, de soumission, d'oppression et d'assujettissement, ces liens enchaînent l'individu dans sa liberté d'être, d'agir et de vivre en tant que sujet à part entière. Le concept de liberté est vaste et difficilement résumable. Nous pouvons cependant tenter de définir ce qui constitue les bases de notre liberté de sujet à travers 3 points principaux. L'autonomie, la possession et l'exercice de notre libre arbitre, et le dégagement de contraintes illégitimes ou abusives qui entravent nos facultés de penser, de dire, d'agir et d'être. Ainsi, le chemin vers une liberté plus vraie passe par une réappropriation de notre personne et l'accès à notre jeu. Alors, je vous remonte le livre avant de continuer. Donc, on vient de démarrer le live. Oui, donc c'est Véronique Berger. Donc, l'auteur, c'est Véronique Berger, qui est psychanalyste et elle est française. Enfin, je crois. Normalement, oui, elle est française. Vous pouvez aller vérifier, mais voilà, je crois que oui.
Donc vous pouvez retrouver les replays des lectures sur ma chaîne YouTube, hein, pour tous ceux qui sont intéressés. Alors vous pouvez la voir sur mon lien dans ma bio. N'hésitez pas à aller voir. Vous avez toutes mes recommandations de livres de développement personnel. Vous avez celui-là aussi. Et vous avez les replays des lectures sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller vous abonner et mettre des petits likes sur les vidéos. Voilà. Donc je continue. Alors ce soir, on va pas faire un live très long. On va lire la moitié du chapitre 9. C'est le dernier chapitre. Et après, il y a la conclusion. Donc voilà. Et le prochain live, on aura fini ce livre. Alors, accéder à soi. Il s'agit tout d'abord d'exercer notre aptitude à vivre, penser, parler et agir de notre place de sujet. Cela implique tout d'abord de prendre appui sur notre part à soi, afin d'entendre, de discerner la voix des autres qui parlent en nous et à notre place, et la voix de nos attentes, passées, restées incomblées et devenues vaines. Ce discernement permet de nous dégager de contraintes et d'expectatives qui ligotent nos parts vivantes, d'initiative, d'inventivité, d'action, etc. Cela ouvre la possibilité de nous ancrer dans une dimension plus vivante et plus vraie de notre vie. Par plus vrai, j'entends une approche plus juste, plus sincère et plus authentique de notre réalité propre et de celle qui nous entoure. Cet aspect n'est pas des moindres, car ce qui est vrai éclaire et libère. Ce qui est mensonge ou duperie enferme et asservit. Alors il y a un bas de page. Nous évoluons dans un monde où le mensonge, la tromperie et la confusion règnent souvent en maître et introduisent les méprises, le trouble, la méfiance et la peur. L'affirmation de contre-vérité ou le retournement du vrai en son envers devient monnaie courante. Ainsi, les engagements jamais tenus, les slogans fallacieux, les discours de tout genre qui tentent de nous faire croire que ce qui brille éclaire, que le qualitatif est une affaire de quantitatif, que paraître, c'est être, que la croissance passe par l'exploitation avide des richesses humaines et des ressources de notre planète, que faire la guerre, c'est lutter pour la paix, etc. Dans ces conditions, le vrai devient pour beaucoup une direction malaisée à trouver et difficile à garder. Deuxièmement, incarner notre jeu, c'est exister en présence comme en l'absence de l'autre. Cela fait appel à notre capacité d'individuation aux côtés de l'autre, ne pas nous diluer en lui ou à l'inverse, le vampiriser, mais garder notre singularité et accepter son altérité. Par ailleurs, continuer à exister en dehors de sa présence sollicite nos capacités à puiser dans nos ressources propres, à les développer et à accroître notre autonomie. Troisièmement, accéder au jeu nous met en relation avec les autres. C'est nous situer dans l'échange, dans le donner et le recevoir, dans la différenciation entre soi et l'autre, dans le respect du sujet qui est en soi et en l'autre. Nous quittons un rapport de soumission ou de domination pour nous engager dans une relation humaine avec nos semblables. Je, tu, nous. Le jeu ne relève donc pas de l'individualisme, mais de l'individuation. Il n'est pas antinomique avec le tu et le nous. Bien au contraire, le nous reste vivant lorsque les jeux qui le constituent ont droit de citer. De même, le tu est reconnu dès lors que le jeu existe. Iris en parle dans des écrits pleins de justesse et de clairvoyance. Se laisser sombrer dans le manque, ce n'est pas reconnaître l'autre comme sujet mais comme objet. Se limiter au manque, c'est se réduire à l'état d'objet. Je ne puis envisager l'autre sujet si je me réduis à cette quête avide et sans objet.
Il me faut devenir sujet. En écrivant ces mots, je ressens une intime émotion de vrai. Exister et grandir passe par la relation aux autres, nos parents, nos racines, nos proches, notre environnement. Comme Marie Balmary le soutient, on devient humain par la relation. Et j'ajouterai par une relation humaine et humanisante. La relation psychanalytique, ancrée dans un rapport d'humanité, permet d'en faire l'expérience. En effet, ce passage par l'autre, inhérent à toute tentative de ressaisie de soi, puise notamment sa vigueur dans le positionnement du psychanalyste envers l'analysant. L'investissement de son patient, dans sa qualité de sujet, quelle que soit sa souffrance, et la foi en ses véritables ressources constituent des points d'ancrage et d'étayage essentiels pour toute personne en quête de son jeu. Par ailleurs, favoriser cette ressaisie de soi implique chez l'analyste un travail non pas d'interprétation, mais de réfléchissement de ce que le patient apporte. Pour Winnicott, c'est cela qui aide l'analysant à accéder à un soi, à exister soi-même et à se sentir réel. Accéder au jeu, exister par soi-même, se sentir vivant et réel, voici les visages de la liberté trouvée d'être soi. Les chemins qui y amènent ne sont pas exclusifs, les uns des autres, mais se croisent, s'entrelacent et se complètent. Sentir, accueillir et écouter sont les bases du réveil de la liberté et de la vie qui dorment en nous. Comme Gide nous le révèle, le plus beau sommeil ne vaut pas le moment où l'on se réveille. Alors, donc je vous remonte le livre qu'on est en train de découvrir. Donc c'est les dépendances affectives. Donc on lit un livre sur les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Donc comment se traduisent par nos comportements les dépendances affectives, quels sont les comportements que l'on peut avoir lorsqu'on est en carence affective et du coup qu'on a cette dépendance-là. Donc on en reparlera après. D'où est-ce que ça vient ? Des parents, des héritages familiaux, de l'environnement dans lequel on a grandi, et comment s'en libérer. Et du coup, là, donc on est en train de terminer la lecture du livre qu'on a lu sur plusieurs lives. On en est du coup le dernier chapitre, vers une liberté vraie. Donc là, c'est-à-dire comment accéder à son soi, comment se connecter à soi-même, à ses besoins, à ses envies, à ses émotions, comment s'écouter, comment ne pas avoir peur d'être soi-même en dehors de l'autre, et oser aussi entretenir des relations avec les autres. Parce que dans ce qu'on a pu lire, là, donc Véronique Berger est psychanalyste, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de psychanalyse dans ce livre. Elle nous explique que autant la dépendance affective, c'est tout le temps vouloir rester avec l'autre, ça peut être ça, comme ça peut être la peur de l'engagement et le fait d'être toujours dans la fuite, dans le fait de ne jamais vouloir oser s'attacher. Donc il y a plein de comportements qui sont issus des dépendances affectives, et donc tout ça on a pu le voir. Et là c'est vraiment comment exister par soi-même, comment faire vivre son jeu, c'est-à-dire nous-mêmes. Et en fait elle explique que pour pouvoir en fait guérir, se détacher et être soi-même, il faut nécessairement passer par une phase d'écoute de soi, d'analyse, d'acceptation de ce que l'on a vécu, de nos comportements actuels, pour vraiment digérer tout ça et ensuite pouvoir mettre en place les bonnes actions pour soi-même, pour ensuite devenir une personne à part entière sans compter sur l'autre, ou en tout cas sans dépendre des carences affectives qu'on a pu avoir. Et pour ça, du coup,
elle explique que, en tout cas, quand on fait une psychanalyse, quand on va voir un psychologue, un thérapeute, un psychanalyste, en fait, le patient doit compter sur sa foi en ses ressources, en fait. Déjà, le fait que il doit croire dans le fait que il va arriver à aller mieux, à trouver son propre chemin individuel, sa propre route. Ça veut pas dire ne pas avoir de relation avec l'autre, mais en tout cas s'épanouir en tant qu'humain à part entière avec ses spécificités, et aussi avoir la foi en ses ressources, en ce qui fait que qu'il est lui-même en fait, toutes ses ressources, toutes ses qualités qui font que il peut s'appuyer dessus pour trouver les bonnes solutions. Et ça c'est hyper important en fait lorsqu'on veut essayer d'aller mieux, guérir de certaines blessures, etc. Il faut en être convaincu. Il faut se dire, en fait, même si c'est compliqué, il faut oser le faire et petit à petit se rendre compte qu'on a des ressources, qu'on peut les mobiliser, qu'on peut prendre soin de soi parce que c'est grâce à soi qu'on va mieux. C'est pas grâce aux autres, c'est avec soi-même. Donc après, on peut être aidé évidemment, mais ça relève du soi-même, quoi. Donc voilà, donc je vais continuer la lecture, je vous remonte le livre. Voilà, bonsoir Afid, bonsoir Héloïse. Hello Fosia, bonsoir tout le monde. Coucou Rafara. Voilà, donc je regarde vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ce soir, je vais pas faire un live trop long. Et on terminera le livre la prochaine fois. Donc on va lire... Voilà. Coucou Sweetie. Alors, je suis pas psychologue. Moi, je suis coach, mais je m'intéresse aussi beaucoup à la psychologie, donc et au développement personnel. Voilà. Donc, on a lu beaucoup de livres en live, que des livres de développement personnel. Et en fait, là, l'idée, c'est vraiment de le lire et d'essayer de vous expliquer ce que l'auteur a voulu nous dire, quels sont les messages à travers ce livre. En tout cas, essayez de le faire. Hein. Après, voilà. Voilà. Et l'édition, c'est Erol Poche. Voilà. Vous l'avez dans mon lien en bio si ça vous intéresse. Et voilà. Alors. Et donc, vous avez dans mon lien en bio et vous avez les replays sur ma chaîne. Ouais, j'essaye d'expliquer rapidement du coup ce qu'on a pu lire pour l'instant. Donc là, on va continuer. Comment arrêter d'oublier tout ce qu'on lit? Et ben moi, ce que je te conseille, c'est de lire petit à petit à l'oral et d'essayer de te reformuler ce que tu as pu lire, d'essayer de bien comprendre, de te refaire le film dans ta tête. Et si t'as pas tout saisi, de relire le paragraphe et petit à petit, tu vas muscler ton cerveau et ta mémoire, quoi. Après, tu as peut-être aussi besoin de faire des exercices de mémorisation. Si c'est pas que la lecture, peut-être qu'il faut que tu t'entraînes un peu plus. Il est à 9,90. Alors, je continue. Donc, sentir, accueillir et écouter. Le cheminement psychanalytique ne relève pas d'une approche cérébrale. Beaucoup de personnes qui entreprennent leur psychanalyse arrivent pourtant avec cette conception en tête. Le premier mouvement, généralement, consiste à se positionner sur le plan de l'intellect. La personne dit vouloir comprendre et maîtriser ce qui la déborde. Sa revendication est bien sûr compréhensible, mais le positionnement s'avère faussé. Comprendre est en effet couramment associé à expliquer, savoir ce qui se passe, garder le contrôle sur ce qui nous échappe. La personne se situe alors sous l'angle d'une compréhension intellectuelle.
Mon intention est de souligner que l'intellect ne constitue pas l'outil privilégié de la cure psychanalytique, non de le dénigrer. Il nous est par ailleurs fort utile. C'est en partie en lui que je puise pour réaliser ce travail d'écriture. Or, en psychanalyse, solliciter prioritairement l'intellect et privilégier ce mode de cheminement conduit à une méprise. Savoir ne transforme pas nos souffrances, ni notre relation au monde et aux autres. D'ailleurs, certaines personnes perçoivent en partie cette réalité en disant « Je sais ce dont je souffre, en parler ne changera rien pour moi ». D'autres encore, après un temps de psychanalyse ou de psychothérapie, aboutissent parfois à cette conclusion. J'ai tout compris, mais ça n'a rien changé. Toutes savent que savoir ne suffit pas. Toutefois, en envisageant cette démarche sous le seul angle de l'explicatif et du narratif, elles ne sont qu'à mi-chemin de cette vérité pressentie. À leur insu, elles restent enfermées dans le savoir. Comprendre ou saisir. Contrôler, expliquer, savoir relève du cérébral. Se situer sur ce plan revient à se couper d'une partie de notre être qui en réalité ne se résume pas à notre intellect, loin s'en faut. S'engager dans un travail de transformation de ce qui nous fait souffrir ou de ce qui nous désanime demande de nous mettre en contact avec tout ce qui nous habite, nos ressentis, nos rêves, nos représentations, nos fantasmes, et avec ce qui nous porte, notre corps, nos racines, nos relations, nos actions ou inactions. Il s'agit en effet d'être en contact avec tout notre être et non de rester dans le savoir. Or, le contact se rapporte à ce qui est de l'ordre du toucher. Être touché par ce que nous vivons et touché par ce qui se passe en soi. Le contact, comme le toucher, renvoie à une intimité, à une rencontre, à un rapprochement. C'est également le toucher, au sens de saisir, de mettre la main dessus, de trouver. Les expressions toucher du doigt ou faire toucher du doigt traduisent en images cette expérience de saisir un aspect essentiel ou d'atteindre une évidence. Cela réfère à une compréhension profonde et non pas seulement intellectuelle. Lorsque l'on dit « j'ai saisi », cela signifie « j'ai vraiment compris ». Je me suis pénétré du sens. Nous rejoignons là l'étymologie du mot comprendre, ayant pour origine latine comprehendere, qui signifie saisir. De fait, le cheminement psychanalytique se rapporte moins à une compréhension qu'à une saisie de soi. Lorsque je sollicite les patients à se mettre en contact avec eux-mêmes, bon nombre peuvent, dans le début de leur analyse, s'étonner et se sentir déconcertés ou déroutés. Cela signifie en effet se décramponner de la part cérébrale. Cette réorientation de leur écoute peut éveiller de la peur, car délaisser l'intellect suppose de lâcher un sentiment illusoire de maîtrise. Se réfugier dans le cérébral est bien souvent signe d'une tentative de contrôle, notamment des affects, par crainte d'un débordement. Ce lâcher-prise s'effectue progressivement et demande parfois beaucoup de temps. Il est néanmoins indispensable pour se mettre en contact avec des dimensions plus subtiles de notre être. En outre, la compréhension intellectuelle n'a de sens qu'au terme de cette recherche, et non à son commencement. Nous en conviendrons tous. Il est plus judicieux de commencer par le début que par la fin. Prendre contact, par exemple avec nos sens, ouvre sur nos sensations, puis nos émotions, nos sentiments, des souvenirs. Tout cela accompagné d'images internes et d'associations d'idées qui acheminent vers une mise en pensée et une ouverture sur le langage et le sens. Sentir, accueillir et écouter donne la possibilité de mettre en mots
ce qui jusqu'alors restait indicible parce qu'insaisissable. C'est en quelque sorte mettre la main dessus, non en comprenant mais en nous saisissant de la teneur et de la portée de ce qui agissait en nous et à notre insu. L'analysant se trouve ainsi invité à se connecter, d'abord avec ce qu'il sent, à l'écouter puis à l'investiguer. C'est dans la suite de ces différentes étapes d'écoute, puis d'association, d'élaboration et d'intégration que notre intellect peut s'inscrire. L'une des principales voies d'accueil et d'écoute passe, comme nous l'avons vu, par les voies du corps. Je ne développerai donc pas ce point de vue à nouveau. En revanche, je laisse la parole à Iris qui, sous sa plume poétique, témoigne de son expérience. Trouver la signification dissimulée dans les crispations où le corps prend le relais du cœur, évoquant sans cesse ses malheurs. Étroit conduit de cheminée par lequel il faut passer, et pourtant le petit ramoneur, de suie tout enduit, avance avec lenteur. Sans mollir, sans tiédir, vaillant, il s'élève patiemment. Là-haut, tout là-haut, une trouée, du ciel bleu, un appel, la noirceur évincée. Ainsi se passe la naissance, allongée au fil des séances. Mouvement de reptation indique la direction. Le tracé n'est pas linéaire, avancé de 3 pas, dans l'espoir de toucher du doigt ce qui sème la guerre. Puis, dans un mouvement contraire, comme pour s'épargner une brûlure, reculer de 2 pas, fuir la fêlure, surtout ne pas être amer. C'est toujours un pas de prix, et ne pas compter ses efforts, pour qu'un jour le corps concorde avec le cœur. Iris. Sentir, accueillir et écouter par les voies du corps, mais aussi des rêves, des images internes, des fantasmes, des ressentis, etc., nous place avant tout dans une position de réceptivité, et non de réflexion, et nous engage vers une plus grande liberté. Cela nous offre en effet l'opportunité de saisir, et non de contrôler, des parts qui nous échappent ou qui nous entravent, et de les intégrer psychiquement. Cela ouvre sur une ressaisie de soi qui s'accomplit notamment par un éveil de notre être, un déverrouillage des zones figées, la libération d'énergie bloquée, l'ancrage dans une dimension plus vivante de soi et de la vie, la découverte et l'expérience de facultés ignorées et pourtant nôtres. Inventivité et créativité renaissent à la vie. Alors, je vous remonte le livre. Donc, on lit le dernier chapitre du livre sur les dépendances affectives. Voilà, bonsoir tout le monde. Hop, je regarde vos commentaires. Coucou Annick, coucou Jason, bonsoir tout le monde. Pourquoi vous écrivez pas ce que tu expliques, les concepts clés? Bonne idée Sarah, ça pourrait être hyper intéressant. J'étais pas là, on peut reprendre au début s'il te plaît. Alors, vous aurez le replay de la lecture sur ma chaîne YouTube. Donc j'enregistre tous les lives que l'on fait, toutes les lectures. Et vous pourrez l'écouter, voilà. Vous aurez tout sur ma chaîne. Voilà, merci. Alors, donc je continue. Donc là, oui, on en est au dernier chapitre sur la libération de soi. Donc on a pu voir sur tout le livre quels sont les comportements associés aux dépendances affectives. Donc quels sont les masques, les attitudes que l'on peut avoir, les types de relations que l'on peut avoir avec les autres qui sont liés aux dépendances affectives.
On a vu ensuite d'où est-ce que ça vient, des héritages familiaux, de notre environnement bébé et enfant, de notre relation avec nos parents. Voilà, pas mal de choses, je pourrais vous en parler juste après. Et là, on est sur la dernière partie, sur comment s'en libérer. Effectivement, donc là, ce qu'elle explique, hein, c'est que pour se libérer, alors dans le chapitre d'avant qu'on a lu hier, on a parlé beaucoup du corps, l'écoute du corps, des sensations, de la posture. En fait, le corps parle beaucoup. Et en fait, nos émotions passent par le langage du corps. Donc, ça fait partie des choses qui font que lorsqu'on se sent bloqué, qu'on ne comprend pas ce qui se passe, quand l'intellect prend le dessus, en fait, sur nos émotions, sur nos ressentis, parce que, par exemple, on va se sentir obligé de vouloir, bon, elle le dit là, hein, de contrôler, quand on a grandi sans apprendre à écouter nos émotions, quand on a dû se couper de nos besoins, de nos émotions, etc. En tant qu'adulte, on n'a plus forcément l'habitude de le faire. On n'apprend pas à se lire, à s'écouter, à se connecter à soi. Et donc, l'écoute par le corps est hyper intéressant parce que il en dit beaucoup, quoi. Donc tout ça, on l'a vu. On a vu aussi les rêves, les cauchemars. Voilà, tout ça, en fait, au-delà de l'intellectuel, de l'intellect, c'est vraiment quels sont nos ressentis, nos sensations, nos émotions, qu'est-ce qui nous traverse dans la journée, lorsqu'on vit une expérience, comment est-ce qu'on est en réaction face à une situation. Et ça, il faut vraiment apprendre à s'écouter pour comprendre en fait ce qui vibre chez nous, nos peurs, ce qui nous fait du bien, ce qui nous anime, etc. Pour commencer à se reconnecter à soi, apprendre à se connaître et accéder à une liberté d'être nous-mêmes, quoi. Voilà, donc tout ça, on est en train de le lire. C'est ça, ouais. Le corps parle, il exprime nos émotions. C'est ça. Hop. Alors, je continue un petit peu la lecture. Donc, ce soir, on va pas faire un live trop long. Bon, je pense... Alors, on va peut-être pas finir le chapitre ce soir. On va le terminer. On terminera le livre la prochaine fois. Voilà, on va lire jusqu'ici. Donc, encore quelques pages. Ou peut-être un peu moins. On va voir. Mais voilà, on va lire encore quelques pages et on aura fini pour ce soir. Donc, je vous remontre le livre. Vous l'avez dans ma bio, si vous êtes... voilà, si vous intéresse. Donc, c'est un livre qui est écrit par une psychanalyste, donc Véronique Berger. Voilà, et il a moins de 10 euros. Donc, s'ouvrir à l'inventivité et à la créativité. À des degrés plus ou moins élaborés, les êtres vivants disposent, dans leur ensemble, de capacités d'inventivité et de créativité qui participent à une dynamique d'évolution et de transformation. Ces ressources, indissociables du vivant, habitent particulièrement l'être humain, doté de compétences et de talents vastes et subtils. Pourtant, pour certains d'entre nous, elles semblent s'être immobilisées, sclérosées ou appauvries. Cela se manifeste notamment dans les problématiques de dépendance affective, où ces facultés apparaissent souvent en souffrance. Les personnes enfermées dans un rapport, recherché ou fui de dépendance excessive, paraissent en effet avoir perdu la clé de leur potentiel inventif et créateur. Un manque créateur. Cette vacuité se relie en grande partie au manque et à la séparation, ressentie comme intolérable, et qui alimente ainsi une quête permanente de l'autre, ou comme nous l'avons vu, une fuite perpétuelle. Or, l'un et l'autre sont source et nourriture de l'inventivité et de la créativité. Le manque, en tant qu'animateur du désir,
et introducteur de quelque chose d'autre et de nouveau. La séparation au sens de l'écart, de la différenciation. Les toutes premières expériences d'inventivité et de créativité remontent aux premiers mois de la vie. Les moments de manque ou d'absence supportables de la mère deviennent des temps féconds où le bébé développe ses capacités d'inventivité et de créativité. Dans ces espaces-temps, il trouve et utilise en effet des objets, le fameux doudou par exemple, des sons, l'allation, babillage, etc. C'est ainsi qu'en les trouvant et en les utilisant, il se fait inventeur et créateur. Winnicott a désigné cet espace, rempli par les productions de la propre imagination créatrice du bébé, sous les termes d'espace potentiel ou aire transitionnel. Cet espace de création est un entre-deux qui a pour particularité de ne relever ni de la seule réalité intérieure du bébé, ni de la réalité extérieure. De même, il constitue une aire d'expérience par les retrouvailles que le bébé y fait et expérimente. Enfin, cet espace à la fois unit et sépare le bébé et la mère, dans la mesure où les trouvailles symbolisent une présence maternelle à laquelle le bébé se relie alors même qu'il en est séparé. Cela représente ainsi un passage entre l'état de grande dépendance du petit humain et les prémices de son autonomie. Cet espace-temps fructueux et créateur permet en effet au bébé de réinventer la présence maternelle et d'y substituer ses propres créations. Ses propres créations. C'est le début de l'ère du jeu, elle aussi productrice d'inventivité et de créativité, et qui, plus tard, débouche sur l'expérience culturelle dont elle est le prolongement. Or, accéder à ces ressources d'inventivité et de créativité, les utiliser et les développer nécessite à la base l'édification d'un sentiment de sécurité par la présence d'un entourage suffisamment bon et fiable. Ce sentiment instaure et consolide le sentiment de confiance qui lui-même rend supportable et vivant les intervalles de manque et de séparation. Alors, on va encore lire, on va encore lire 3 pages et on aura fini la lecture pour ce soir. Rétablir la confiance. L'établissement du sentiment de sécurité et le développement de la confiance constituent ainsi les bases fondamentales du passage de la dépendance à l'autonomie. La qualité d'accompagnement de l'entourage, dont la mère pour le bébé, s'avère donc essentielle, tout comme celle du thérapeute pour le patient. La relation psychanalytique et le cheminement qui s'y déploie aident l'analysant à établir ou rétablir des sentiments de sécurité et de confiance qui lui ont fait défaut par le passé. Cela nécessite, du côté du psychanalyste qui l'exerce, sa qualité de thérapon qui veille, soigne et seconde son analysant. Mais cela exige aussi tendresse, foi et confiance envers son patient. C'est grâce aux compétences et aux qualités d'humanité de son thérapeute que la personne pourra reprendre pied, investir ses propres ressources et les faire fructifier. À partir de l'établissement d'un climat suffisamment sécurisant et confiant, le patient va pouvoir explorer l'espace de l'analyse, tel l'ère transitionnelle pour le bébé. L'espace psychanalytique qui recèle en effet les caractéristiques L'espace psychanalytique en recèle en effet les caractéristiques. Il n'est ni la réalité psychique de l'analysant, ni la réalité extérieure. Il instaure pour le patient une ère d'expérience où le patient fait des trouvailles et les investit, les utilise pour en façonner encore de nouvelles. Il repose sur une relation
où patient et thérapeute sont à la fois unis et séparés. L'analysant peut alors utiliser cet espace-temps singulier dans sa dimension inventive et créative, qui devient ère du jeu et du jeu, dans un échange de co-création entre lui et son psychanalyste. Ce dernier, garant de cette ère de créativité et d'autonomisation, aide son patient à trouver et à utiliser ses ressources ignorées et pourtant existantes. Il doit donc veiller à ne pas se montrer intrusif par des interprétations ou des propos qui envahiraient l'espace et empêcheraient son patient d'accéder lui-même à ses propres trouvailles. Cela repose en effet sur une réalité profonde que Gide exprime en ces mots. L'expérience instruit plus sûrement que le conseil. Cet espace de co-création s'illustre par exemple à partir de ce que j'ai décrit plus haut, au regard de l'écoute du corps et des rêves. Il se développe aussi à partir de la chaîne associative des idées que la personne déroule au fil de sa séance et qui s'entrecroisent et se combinent avec celles qui germent en l'analyste. L'activité de co-création se déploie également à partir des images, sorte de pensée visuelle, selon les termes de Desforts, qui émergent chez le patient et chez l'analyste. En étant une articulation entre la sensation et la pensée, une médiation entre le corps et la psyché, un vecteur de communication entre l'analysant et l'analyste, l'image est transitionnelle. Elle est un lieu vivant où peut se créer de la pensée. Ainsi, avec l'image, le sujet est d'emblée dans la création. La demande de soins, qui souvent justifie la demande d'analyse, se transforme en position d'artiste. Les analysants deviennent les peintres de leur réalité intérieure. Quels que soient les objets transitionnels, trouvés et utilisés, association libre, jeu, dessin, image interne, conte, génogramme, rêve, écoute du corps, etc. Il favorise un cheminement créatif pour l'analysant qui peu à peu découvre, explore et remanie sa réalité intérieure, sort de ses automatismes, expérimente de nouvelles voies de fonctionnement, innove en osant exploiter et développer ses propres ressources. La résurgence et l'accroissement au sein de l'analyse, de l'inventivité et de la créativité de l'analysant ne se limitent pas à l'univers de ses séances, mais fleurissent dans le cours même de sa vie. Croire en elles-mêmes et en leurs facultés donne en général la liberté aux personnes d'oser exercer leur goût ou leur talent. L'une se lancera dans la musique, le théâtre, la sculpture ou l'écriture. Une autre entreprendra une reconversion professionnelle ou personnelle. Une troisième affirmera ses choix, de vivre à l'étranger, d'avoir un enfant, de privilégier la vie familiale, de larguer les amarres, etc. Quelles que soient les formes et les chemins qu'elle emprunte, une renaissance s'opère par laquelle la personne se saisit d'une liberté d'être et accède à une partie plus vraie d'elle-même. Elle se découvre, parler vrai et être vrai. Voilà, donc on a fini la lecture pour ce soir. Donc je vous remonte le livre, donc c'est les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Alors, donc prochain live, on va finir le chapitre 9 et on lira la conclusion. Donc vous voyez, il nous restera que ça. Je vous remontre, voilà, il restera ça et on a fini. Et on aura terminé le livre. Donc, hop, je vous montre bien. Je vais regarder vos commentaires. Donc, bonsoir tout le monde. Les patients créent
dans l'espace psychanalytique et retrouvent leur potentiel. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est un espace de création, où en fait les patients peuvent laisser libre cours à leur inventivité, à ce qui leur vient en images. Ils peuvent traduire leurs émotions en ce qu'ils veulent, en fait. C'est pour ça que, par exemple, les enfants, on les fait dessiner. Souvent, on va, quand des enfants sont suivis par des thérapeutes, des psychologues, souvent ils les font dessiner et ensuite ils essayent de comprendre à travers le dessin comment est-ce qu'ils se sentent. C'est des portes en fait ouvertes à l'analyse. C'est aussi très vrai pour les adultes, sauf que comme on est moins spontané, ou en tout cas ça dépend des personnes, il y en a qui le sont plus ou moins, mais disons que par rapport à des enfants, il y a toujours plus de filtres. Donc c'est vrai que ces séances de thérapie, de psychanalyse, elles permettent de laisser libre cours à ce qui nous vient en tête et à analyser ça et à pouvoir ensuite vraiment comprendre en fait nos ressentis, ce qui se passe, nos besoins, nos blessures, etc. Et elle explique que au-delà de cet espace de psychanalyse, ou enfin cet espace où on se sent en sécurité et on peut normalement bah, voilà, hein, dire tout ce qu'on a à dire, se sentir libre, en confiance, dans un espace sécurisé. Il y a d'autres moyens de se libérer, d'écouter son corps, ses émotions. Elle l'a dit, hein, c'est l'écriture, la danse, la peinture, la musique, la poésie, le chant. Vous avez énormément de façons de vous exprimer et ça vous permet de vous reconnecter à vous-même, à votre spontanéité, à votre inventivité, votre créativité et d'être vous-même en fait. Parce que plus vous vous exprimez de toutes les manières possibles, plus vous allez vous ancrer et vous allez être vous-même, vous n'aurez plus peur d'être en contact avec vous-même en fait, avec vos émotions, vos ressentis, etc. Et surtout qu'en plus, ça permet de sortir tout ce qu'il y a à sortir. Sortir les émotions, qu'elles ne restent pas enfouies en nous, parce que ça c'est le pire finalement, c'est d'encaisser et que ça ne sorte pas. Parce que là pour le coup le corps encaisse et ben, ça peut donner lieu à des choses pas sympas pour le corps quoi. Voilà. Ok Sarah, ouais, je vais y penser. Je vais y penser de faire des... Je fais pas de vidéos explicatives, mais il faut que je m'y mette. Ça fait longtemps que vous me le dites, donc bon. Voilà, il faut que je m'y mette. Alors, donc là, vous voyez, derrière, il y a pas mal de livres. En fait, donc moi, pendant très longtemps, là, on faisait des lectures de livres de développement personnel. On en a lu beaucoup. Vous les avez là, on a lu de tout, hein. Joe Dispenza, on a lu les 4 accords Toltec, on a lu Lise Bourbeau, Le pouvoir du moment présent, Influence et manipulation, Comment se faire des amis. Voilà, on en a lu beaucoup. Et en fait, là, donc ça sera le dernier livre qu'on va lire en live. Parce que, alors, je vais continuer hein, évidemment à faire des lives. On va continuer à discuter de livres. Je pourrais vous faire monter en live pour que, voilà, sur des sujets, on verra, on choisira des sujets. Donc on continuera les lives, mais malheureusement les lectures, on ne pourra plus en faire. Voilà, donc... mais vous avez en tout cas le livre, la lecture de ce livre, vous l'avez sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez quand même aller l'écouter si vous avez envie. Voilà. On a encaissé trop et on peut en tomber malade. Exactement, Nachou. C'est ça. C'est que le corps réagit. En fait, on a des émotions, notre cerveau envoie des messages au corps. Vous savez, c'est un peu comme
Quand on stresse, on a le cœur qui bat, on peut transpirer, avoir froid, avoir des frissons ou avoir très chaud. En fait, lorsqu'on a une émotion, euh, le corps réagit. Mais là, c'est quand vous savez que vous avez eu une émotion, quand vous avez ressenti quelque chose et que vous avez réussi à vous rendre compte de vos sensations dans le corps. Sauf que souvent, pour les personnes qui ont du mal, en tout cas, à être à l'écoute d'eux-mêmes, et c'est normal parce que on nous apprend pas à le faire, ou la vie fait que on apprend à se couper de nos émotions, etc. On vit quand même des choses, on vit quand même, on a des émotions, sauf qu'elles sont tellement refoulées qu'en fait vous n'allez pas voir les messages qui sont envoyés dans votre corps. Ou alors on est tellement dissocié du corps, l'intellect est tellement dissocié de son corps en fait, que du coup, en fait, on ne se rend pas compte de ce que le corps encaisse, en fait. Et plus vous allez être dissocié, moins vous allez être à l'écoute de vos émotions, de vos sensations, de ce que votre corps vous dit, moins vous allez être à l'écoute de ça, et plus le corps va encaisser sans que vous ayez sans que vous puissiez avoir la possibilité d'évacuer tout ce que vous ressentez. Quand je dis évacuer, c'est parler, pleurer, se confier, vivre ses émotions. On l'a vu, hein, ça peut être écrire, danser, chanter, aller courir, faire du sport. En tout cas, vivre son émotion. Et aussi, du coup, une fois que l'émotion est passée, parce que c'est un signal, c'est un indicateur, mettre en place les bonnes actions pour vous. Parce que du coup, quand les émotions ne sont pas bonnes, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement, c'est qu'il faut qu'il y ait une évolution, en tout cas vers quelque chose d'autre. Et du coup, ou en tout cas quand les émotions perdurent et que voilà, parce que les émotions ça passe, mais quand la situation perdure et que vous ressentez toujours les mêmes choses, il faut se poser des questions. Et donc c'est là où l'écoute du corps, des rêves, des pensées, on l'a vu, hein, même les cauchemars, etc., c'est hyper important. Et si vous ne le faites pas, votre corps va encaisser. Et donc on l'a vu, par exemple avec le stress, vous avez votre corps qui réagit, mais votre corps va réagir, vous n'allez pas vous sentir bien. Ou alors vous allez être stressé, vous allez avoir un torticolis ou mal au dos. Sauf que parfois, vous allez tellement en fait ressentir des choses intenses, ça va rester bloqué jour après jour, mois après mois, etc., que ça peut créer des maladies. Ça peut créer des cancers, ça peut créer des maladies auto-immunes. Et on le voit, hein, il y a plein d'études scientifiques qui montrent par exemple que des personnes qui ont vécu des stress forts pendant de longues périodes, notamment les enfants qui ont été battus, etc., ont par la suite des dysfonctionnements, des maladies auto-immunes, des problèmes cardiaques au niveau du ventre, de la digestion, etc. Et ça, voilà, c'est parce que le corps a encaissé et était en état de vigilance extrême. Donc l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir se sentir libre, se sentir en sécurité avec soi-même et être connecté à soi pour effectivement essayer d'aller au mieux et de prendre soin de soi en fait. Parce qu'être à l'écoute de soi, c'est prendre soin de soi, de son corps, etc. Donc voilà. Ce live, non, c'est pas pour le live est pas forcément pour les couples, c'est pour tout le monde. En fait, on parle de plein de sujets différents et là, donc je vous avais présenté plusieurs livres. On avait choisi ensemble et on avait décidé de lire les dépendances affectives. Donc le thème en ce moment, c'est celui-là. Voilà. Mais la prochaine, une fois qu'on aura terminé, on pourra reprendre les livres qu'on a là. J'en ai reçu un autre qui est là, que je vous montre, que j'ai hâte de lire. Donc voilà, il y en a plein de différents et on lira, on lira pas, mais on en parlera au fur et à mesure. Peut-être qu'au fur et à mesure des lives, on choisira certaines thématiques qui reviendront. Mais en tout cas, on s'ouvre à ce qui va venir sur le moment, quoi. Le cœur désire, mais l'esprit n'est pas prêt. Et oui, oui, oui. L'esprit
veut contrôler en fait. Donc quand on veut contrôler, on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qu'on va ressentir, on a peur de souffrir. Et voilà. Et pourtant, faut pas avoir peur de se lancer parce que en fait, la peur vient juste du fait que vous ne maîtrisez pas parce que vous ne connaissez pas. Mais c'est pas parce que vous ne connaissez pas que ça n'est pas bien pour vous. Donc il faut oser aller vers des choses qui sont inconnues. Et là, elle le dit, hein, dans la reconnexion à soi, on se connecte à des parts de nous-mêmes qu'on a un peu délaissées. Mais c'est nous en fait, c'est nous-mêmes, c'est notre... En fait, c'est pas inconnu finalement. C'est juste que c'est vraiment enfoui, délaissé depuis longtemps. Mais même si on a peur de perdre le contrôle, on a peur de... Voilà, de vraiment trop lâcher prise, de ressentir trop fort ou trop intensément, d'en vouloir aux gens. Voilà, il y a plein de peurs qui peuvent arriver. C'est normal, mais ce n'est que de passage en fait, parce que vous allez voir que c'est tout un processus qui évolue et on ne reste pas dans un état toute notre vie en fait. Toute notre vie on évolue et c'est un peu ça aussi le développement personnel. Et quand on fait de la psychanalyse, etc., ça nous aide parce que le psychanalyste ou la psychanalyste va nous aider justement dans ce processus-là. En refoule, on s'écoute pas, une fibromyalgie est apparue. Et ben voilà, ouais. Ça arrive. C'est ça, en pilote automatique. On fait ce qu'il faut, le cerveau nous dit, en fait, voilà, les attendus c'est ça, la société veut que ce soit ça, au travail on attend ça de toi, ta famille attend ça de toi, à l'école, à l'université, etc. Enfin, votre environnement, là où vous êtes, vos parents attendent ça de vous. On fait tous les jours la même chose sans se connecter à soi. On sent qu'on n'est pas bien, qu'on comprend pas ce qui se passe, on revient toujours sur les mêmes schémas et en fait, on ressent pas grand-chose. C'est parce que on est souvent en pilote automatique et un peu déconnecté de soi. Donc c'est pas grave, rien n'est figé. Il faut juste commencer à ouvrir. Vous voyez, c'est un peu comme finalement c'est le dessin. Il faut trouver une petite porte d'entrée, une petite émotion. Vous allez creuser, essayer de comprendre ce qui se passe. Vous déroulez le fil. C'est comme un plat de spaghettis. Vous tirez une spaghetti. Et puis, vous allez en prendre une autre, et petit à petit, vous voyez, voilà, l'image, c'est un cœur dans une cage, mais vous allez petit à petit comprendre ce qui se passe et vous reconnecter à vous-même. Voilà. Vous pouvez, par exemple, quand vous vous sentez pas très bien, faites une liste, par exemple, de tout ce qui vous fait du bien. Et lorsque vous pensez trop, que vous vous sentez pas bien, vous savez pas trop ce qui se passe, vous pouvez déjà écrire, ça vous fera du bien, et faire quelque chose sans réfléchir, mais qui vous fait du bien. Voilà. Aller marcher, vous faire un petit plat, aller voir quelqu'un que vous appréciez, un thé, ça peut être voilà ce que vous voulez. Et vous faites une pause et vous vous écoutez. Vous ressentez dans le ventre ce que vous avez. Est-ce que c'est un nœud? Est-ce que ça va dans le cœur, le dos? Voilà, petit à petit, vous respirez, vous reconnectez à vous-même. Voilà, c'est un travail, mais il y a plein de choses à faire, donc tout est possible. Voilà. Coucou Z2, j'ai un souci d'attachement. Tu veux nous en dire plus? Même si les émotions positives... Oui, exactement, des malades psychologues aussi. Oui, il y a aussi des maladies psychologiques, bien sûr, ouais. C'est vrai qu'on parle du corps, mais effectivement, ça peut déclencher des choses. Alors après, je suis moins calée là-dessus, donc je pourrais pas trop vous en parler, mais si vous avez des infos, n'hésitez pas. Hop. J'allais écrire ça. Ah oui.
Non, alors le livre, c'est Véronique Berger. Je vous remontre. Donc, elle est psychanalyste, formée à la psychopathologie clinique. Voilà. D'orientation psychanalytique, il y a la psychanalyse groupale. Peut-être que... Alors, je sais pas s'il y a une petite présentation. On avait lu ça, mais il n'y a pas d'autre présentation. Mais n'hésitez pas, vous avez mon lien dans ma bio sur mon profil. Vous avez un lien Linktree. Je vous ai mis le livre, donc vous pouvez aller voir, cliquer sur l'auteur. Voilà, vous pouvez faire vos petites recherches. Non, voilà. Moi, c'est... Voilà, je suis pas Véronique. Mais merci Véronique Berger, en tout cas. Coucou Step. Voilà, bonsoir tout le monde. L'attachement insécure crée la dépendance affective. Et oui, et oui. L'attachement insécure, le fait de s'attacher à l'autre parce que on pense que l'autre va nous combler, va faire en sorte de nous rendre heureux, que l'on va exister à travers l'autre. L'attachement insécure, c'est aussi avoir peur que l'autre nous abandonne, nous délaisse. L'attachement insécure, c'est voilà, toujours dans la peur de l'abandon, du rejet. Et cette peur, cette carence affective, le fait d'avoir vécu des événements où on s'est senti rejeté, abandonné, ça peut être vraiment factuellement ou psychiquement, par le parent, l'environnement, etc., fait que ça déclenche en nous des peurs et des traumatismes. Et donc forcément, derrière, on voit l'attachement, on voit le fait d'aimer l'autre, parce qu'en fait, les premières personnes qu'on aime, c'est nos parents. En tout cas, quand on grandit avec nos parents. Hein. Voilà. Et donc, quand on a ces traumatismes, en fait, ce vécu où le parent va être complètement détaché, va avoir un comportement d'abandon, ou va être trop sur l'enfant, va l'étouffer, va le sursolliciter, le parentifier, etc. En fait, l'enfant va associer cette relation d'amour, ça peut être le ou les parents, hein, les deux aussi, va associer cette relation d'amour avec quelque chose d'assez douloureux, quelque chose d'assez difficile, et donc le travail à faire, c'est de se dire, je peux ressentir de l'amour, de l'affection déjà pour moi, parce que c'est déjà la priorité, et pour les autres, sans que les autres me trahissent, sans qu'ils m'abandonnent. Ou en tout cas, si la personne fait le choix de partir, pour les raisons qui lui appartiennent, ça ne change pas l'estime que j'ai pour moi. Et je n'associe pas le fait qu'une personne parte avec le fait d'être abandonnée, délaissée. Voilà. Mais en fait, en grandissant, on va associer les deux. Voilà. Il y a aussi le fait qu'en fait, quand on est sursollicité par le parent, on va finalement associer ça à associer l'amour, la relation, l'attachement avec quelque chose d'étouffant, avec un fardeau limite en fait. Et donc c'est toujours cette peur, et donc ça crée aussi... Alors, c'est dans le registre des dépendances affectives, mais ça va créer de l'isolement, ça va empêcher l'autre de s'attacher, la personne de s'attacher, parce que justement elle aura peur de revivre ces choses-là. Et du coup, l'enfant en grandissant va associer du coup ces difficultés avec ce qui est censé être l'amour, hein, dans tout ce que ça peut être, amical, familial, amoureux, conjoint, etc. Et si ça n'est pas reconnu par les parents, s'il n'y a pas de pardon qui se fait, si c'est pas dit, analysé, digéré, ressenti, etc.,
en fait, ça crée des zones d'ombre, ça crée de l'inconnu, on ne comprend pas ce qui se passe, on n'arrive pas à s'attacher, ou alors on s'attache trop, on ne sait pas d'où ça vient, voilà. Et moins en fait c'est dit, moins c'est reconnu, plus c'est difficile, parce que il faut réussir avec soi-même à finalement se faire confiance dans le fait de se dire, en fait oui, j'ai vraiment ressenti ça. Oui, ça a été douloureux. Oui, j'ai eu cette peine-là. J'ai cette blessure et je me fais confiance. Je sais que ça a existé. Je sais que je ressens ça et que c'est pour ça que j'agis comme ça avec telle ou telle personne. Mais je décide que ça va se passer, que maintenant ça peut se passer autrement. Et donc on l'a vu dans les lectures, se connecter à soi, comprendre, se faire aider s'il y a besoin, etc. quoi. Voilà. Coucou A, comment tu vas? Oui, ma chaîne c'est Madame Succès. Si tu t'oublies pour garder quelqu'un, ce n'est plus de l'amour, c'est de la peur. C'est ça. C'est de la peur d'être abandonné, d'être délaissé. Voilà. À partir du moment où une personne fait tout pour l'autre, agit pour que la relation ne s'arrête pas, ou en tout cas, alors, il y a une différence entre le fait de cultiver une relation, et là, ça va être équilibré, les deux vont donner, alors c'est pas toujours 50-50, dans une relation, il y a des moments de moins bien pour l'un ou pour l'autre, mais en tout cas, on sait que c'est une équipe, on se fait confiance, et c'est une équipe où il y a deux individus à part entière. Et on s'accepte et on s'aime pour ce que nous sommes. On n'aime pas la relation pour ce qu'elle nous apporte, on va dire dans le sens sécure, où on se sent bien que dans la relation, mais on aime cette relation parce que elle va nous porter, dans le sens où on aime ce que l'autre est, on aime ce que l'on crée à deux, les projets que l'on fait à deux, etc. Mais ça n'empêche qu'on ne s'oublie pas soi-même. On se respecte. On respecte notre cadre, nos valeurs, nos limites. On ne s'oublie pas dans la relation et également on respecte l'autre aussi dans tout ça. Parce qu'il y a aussi, en fait, le fait d'être dépendant, on pense souvent au fait de s'oublier soi-même, mais il y a aussi le fait que quand on a peur, on peut tellement mettre la pression à l'autre, être tellement dans la demande qu'on va, on va, on va faire en sorte que l'autre que l'autre en fait n'ait plus le droit en fait de dire ce qu'il ressent, n'ait plus le droit de faire ce qu'il a envie parce que par exemple, aller faire un peu de sport ou dire non, là j'ai besoin d'un temps pour moi, là j'ai envie de lire un livre, là j'ai envie de faire ci, ça, c'est pris pour du rejet. Et donc parfois l'autre, pour être tranquille, entre guillemets, et ne pas subir ces moments difficiles avec la personne qui est en dépendance, va décider de se plier à la personne qui est en dépendance et va s'oublier dans la relation. Donc ça va faire deux personnes qui ne seront pas épanouies et ça peut être assez triste. Oui, la lecture du livre, elle est sur ma page YouTube. Merci Raphaël. Je sais pas, alors, je sais pas si c'est du portugais. Bon, à part dire gracias, voilà. Je parle pas portugais. Voilà, voilà. Hop. Comment guérir le corps, se libérer, c'est dur. C'est un peu ce qu'on a dit, hein, c'est que libérer le corps, c'est le laisser s'exprimer. Et donc, c'est être à l'écoute, c'est faire de la méditation, du yoga, de la marche, c'est s'allonger et écouter son corps,
faire de la respiration consciente, ça peut être de la danse, du théâtre, ça peut être aussi des massages, tout ce qui va être lié au toucher. Ça peut être aussi, ça peut vachement aider à se reconnecter à ces parts de soi. Et en fait, guérir le corps, c'est laisser exprimer ses émotions. Donc déjà, il faut être à l'écoute de son corps et ensuite évacuer ses émotions, essayer d'aller comprendre un peu ce qui se passe et petit à petit avoir une bonne alimentation, c'est important. Et en fait, petit à petit, après c'est en fonction de chacun, aller vers plus d'apaisement et c'est vraiment répondre à ses besoins en fait. Voilà. Oui, je suis française. Oui, je me suis totalement oubliée dans mes relations. Après, tu en as conscience et maintenant, tu as ce regard-là peut-être. Tu vois, maintenant, tu arrives à le voir. Donc, c'est déjà un grand pas. Et ensuite, c'est essayer de se dire, bah, qu'est-ce que je ressens quand je suis dans une relation? Pourquoi je m'oublie? Est-ce que j'ai peur que l'autre me juge, qu'il ne m'aime pas? Est-ce que j'ai peur de me retrouver seule? Pourquoi j'ai peur de me retrouver seule? Qu'est-ce que je peux faire quand je suis seule pour me sentir mieux? Comment je peux répondre à mes besoins, me faire un quotidien qui est adapté à moi? Comment je peux adapter ma vie à mes besoins? Voilà, essayer d'aller comprendre petit à petit, mais déjà se rendre compte de ça, voilà, c'est déjà très bien. Et puis aussi, il faut se pardonner. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en fait, se pardonner, c'est aussi se dire, ben voilà, j'ai vécu certaines choses, du coup, ben, j'ai eu certains comportements, j'avais besoin de ça à ce moment-là, et bah c'est comme ça, c'est ok, je m'aime quand même. Euh, c'est pas des erreurs en soi, c'est juste qu'à un moment donné, tu avais ce type de besoin-là. Voilà. Et c'était comme ça qu'il fallait que tu fonctionnes pour te sentir bien. Mais maintenant qu'il y a une prise de conscience, tu peux essayer petit à petit de te dire, ok, je me suis adaptée à l'autre pendant longtemps, dans toutes mes relations, je me suis oubliée maintenant. Maintenant, c'est cette vie que j'ai choisie, elle va s'adapter à moi. Je vais faire en sorte de, petit à petit, jour après jour, faire en sorte de faire des choses qui me font du bien, apprendre à mieux me connaître, à apprendre à connaître mes ressources et me dire quand j'entre dans une relation, s'il ne faut pas avoir peur non plus de le faire par la suite, si tu as envie bien sûr, de te dire bah, j'entre dans cette relation mais je sais qui je suis et je sais quelles sont mes limites. Voilà. Et ensuite, petit à petit dans la relation, tu observes, tu regardes, surtout tu vois comment tu te sens et il faut communiquer après avec l'autre. Si l'autre est à l'écoute, ça peut se faire très bien. Si ça matche pas, bon bah là, faut voir après, hein, mais petit à petit, en fait, se dire, ben, en fait, on dit toujours, je préfère être seule que mal accompagnée, mais en fait, c'est surtout aussi là, je, je m'écoute et je suis ma priorité, et la relation m'apportera du plus. Et s'il n'y a pas de relation, c'est pas grave, parce que moi, je suis déjà pleine avec moi-même. J'ai pas besoin d'une relation pour me sentir heureuse. Parce que dans ma vie, dans mon quotidien, je fais en sorte petit à petit de faire des choses qui sont bien pour moi. Voilà. À s'aimer, se reconnecter à elle, c'est ça. Oui, là, je me sens vidée, épuisée. Oui, le pardon et l'autocompassion, c'est ça. Oui, bah, tu te sens vidée, épuisée parce que comme tu es allé vers l'autre, comme forcément tu t'es adapté à l'autre, t'as pas répondu à tes propres besoins et donc c'est normal de se sentir fatigué parce que tu es allé au-delà de ce qui était bon pour toi et là maintenant ça sera le temps, maintenant c'est peut-être un temps où tu vas te reposer, prendre soin de toi, te régénérer, voilà.
Et c'est pour ça que voilà, il faut prendre du temps, ça se fait petit à petit, et surtout, voilà, comme tu dis, l'autocompassion, la bienveillance avec soi-même, c'est important. Si on le fait pas pour soi, c'est pour ça qu'on attend que les autres le fassent pour nous. Mais les autres le feront. En fait, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Tant qu'on le fait pas pour soi, on ne va pas le ressentir, en fait. On va le ressentir, mais ça va être en surface. Pourrais-tu me conseiller des livres pour ma fille de 10 ans pour apprendre à se connaître? J'ai pas de livre pour enfants. C'est vrai que ça serait intéressant. Tu dois en avoir plein, hein, mais c'est vrai que là, comme ça, j'ai pas de... Ouais, non, j'ai pas de livre pour enfants, en fait. Mais si vous en avez dans les commentaires, n'hésitez pas. Les gens n'arrivent pas à se pardonner. C'est difficile, hein, d'accepter. Se pardonner, c'est aussi quand même accepter un peu ses parts d'ombre. C'est un peu accepter ce côté où j'ai fait des choses que peut-être j'assumais pas, ou j'ai fait des choses, je me suis fait du mal, j'ai dépassé mes limites, je suis allée au-delà de mes valeurs. Ça peut être ça, hein, par exemple, c'est un exemple. Et donc c'est aussi, parfois c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à se pardonner. Mais le pardon, c'est vraiment la clé pour ensuite aller à l'étape supérieure pour prendre soin de soi. Il faut vraiment se dire que sur le moment, on a fait ce qu'on pensait être le mieux pour soi. Alors oui, parfois c'est très égoïste. Oui, on a pu faire du mal à des gens, etc., etc. C'est possible. Mais l'état d'esprit était comme ça sur le moment. Mais le jour où vous vous dites, ok, là, il faut que je réussisse à me pardonner et que vous arrivez à prendre conscience, vous avez déjà passé une étape supérieure. Parce que sur le moment, lorsque vous faisiez ce que vous faisiez, vous n'aviez pas conscience. Et là, il y a une prise de conscience qui se fait petit à petit. Donc c'est déjà très très bien. Je voudrais qu'elle apprenne à se reconnecter à elle, à s'aimer et à se choisir. Je comprends. Après, c'est vrai qu'à 10 ans, on ne perçoit pas les choses comme un adulte. Enfin, il y a des enfants qui sont très éveillés, voilà, mais bon, ça reste quand même une enfant de 10 ans. Je pense que le mieux, c'est peut-être d'avoir des livres sur les émotions, sur la pousser peut-être à faire des choses créatives, des choses qu'elle aime, lui apprendre à communiquer ce dont elle a besoin. Et par exemple, lorsqu'elle va, par exemple, elle est à l'école, elle va vivre une situation qui peut être compliquée. Essayer de vraiment lui apprendre à process, à comprendre ce qui s'est passé, ce qu'elle a ressenti, et lui apprendre qu'en fait, par exemple, hein, si on s'est moqué d'elle à l'école, c'est un exemple, ou qu'elle a eu une mauvaise note, en fait, que l'erreur ou la moquerie ne la définit pas. Voilà, c'est des choses comme ça. Et peut-être que tu peux aller vers ce type de livre sur voilà les émotions, sur... Après, je pense aussi c'est beaucoup d'écoute quand on est parent et essayer de trouver... Je pense que quand on est parent, le fait d'être outillé soi-même, ça aide aussi à accompagner ses enfants là-dedans. Donc voilà. Mais déjà, dans un premier temps, peut-être que des livres sur les émotions, des choses comme ça peut être intéressant. Il y a celui de Christophe André, je crois, Calme et attentif comme une grenouille. Ah, c'est un livre pour enfants, celui-là? Christophe André, on a lu, nous, Imparfait, libre et heureux. Prendre sa responsabilité, oui, son pouvoir, la prise de conscience m'a pris 45 ans. Mais écoute, 45, la moyenne, on va dire que c'est un peu dur ce que je vais dire, mais
les femmes décèdent environ à 85 ans, t'as encore 40 ans devant toi. Hein. Voilà. Donc finalement, c'est que t'as encore énormément de temps pour prendre soin de toi. Donc, et 45 ans, c'est pas vieux. Hein. 45 ans, on peut encore faire plein de choses. Notre corps n'est pas usé ou on n'est pas freiné par... Il y en a qui en prennent jamais conscience. Et en plus, j'ai remarqué que plus on vieillit et si on réussit à prendre soin de soi, c'est un peu comme le bon vin. Tu sais, plus tu vas vieillir, plus tu vas te sentir bien. Et voilà. Et donc, tu vas voir que tu te sentiras de mieux en mieux. Et finalement, c'est ça qui compte. C'est pas forcément l'âge ou tu vois. Eline Snell, calme et attentif comme une grenouille. Ok, merci Aura Farah. Voilà, et donc le livre qu'on a lu, donc là on va pas tarder à terminer le live. Donc on a lu du coup ce soir les dépendances affectives. Vous avez les replays, donc je l'ai dit hein, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner, à liker les vidéos pour soutenir mes lectures. Voilà, ce serait super sympa. Là, donc on termine le dernier chapitre du livre. Vous voyez, donc là, prochain live, ce sera pas demain. Je pense que le prochain live, ça sera lundi. J'en ferai pas ce week-end, je pense. J'aurai pas le temps. Mais on terminera le chapitre 9 et la conclusion. Et voilà. Et on aura lu le livre de A à Z. Et vous avez les replays des lectures sur YouTube, sur ma chaîne. Voilà. Et donc, pour les prochains lives qu'on fera, peut-être que on lira je vous montrerai les livres, on parlera de tous ces sujets-là. Mais du coup, malheureusement, on va devoir arrêter les lectures. Voilà. Je vous avoue que je suis un peu triste d'arrêter parce qu'on a fait ça pendant 1 an et demi. Donc, il y a pas mal de personnes qui suivent les live lectures depuis longtemps. Mais vous pouvez tout à fait continuer les lectures de votre côté. On parlera quand même des livres et puis surtout des thématiques autour de ça, quoi. Parce que l'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur les livres pour discuter de plein de choses. Donc, c'est ce qu'on va continuer à faire. C'est pour apprendre aux enfants à s'apaiser. Ok. Super. Ça gâche beaucoup la vie quand même. Les relations toxiques vont aveugler le trauma aussi. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que c'est des moments de vie qui sont pas faciles, où on peut se perdre beaucoup, où on peut vivre des moments assez deep, assez profonds, assez sombres. Et ce qui est difficile, c'est de se dire qu'on n'arrive pas à se sortir de là. Donc on a l'impression que c'est une boucle infinie et que, enfin en tout cas, voilà. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je le dirais. Mais ouais. Après tout ça, il faut... c'est normal, quand on se reconnecte à soi, on revit un peu tout ce qui s'est passé. Et tu vas avoir des émotions, parce qu'il y a beaucoup de choses enfouies en fait. Donc tu vas avoir toutes ces émotions qui vont ressortir. Donc voilà, en général, pendant une période, on se sent pas très bien parce que voilà, on se reconnecte à soi. Il peut y avoir de la tristesse, un peu du dégoût, de la colère. Il peut y avoir beaucoup de choses. Et aussi, par moments, une libération, une joie, etc. hein, mais voilà, il faut en passer par là pour ensuite s'apaiser, quoi. Mais c'est sûr que ça gâche la vie. C'est sûr, c'est sûr. C'est dommage, ces restrictions, ça empêche plus que ça ne crée. Oui, oui, oui. Après, je pense qu'il y a aussi une histoire de droit d'auteur, parce que quand même, j'ai pas demandé l'autorisation pour faire ces lectures, donc voilà. J'ai pris
comment on dit, j'ai pris le gauche, quoi. Mais bon, écoutez, c'était super bien quand même, et puis on continuera malgré tout. De toute façon, moi, je continue à lire, évidemment, et puis je vous parlerai de livres au fur et à mesure. Hein. L'hypersensibilité aussi, donc ça n'a pas aidé. Oui, bah souvent les gens hypersensibles, très empathes, etc., ont tendance à justement aller vraiment vers l'autre, à être vraiment dans l'écoute. Et en fait, ils n'ont pas conscience de leur hypersensibilité et du fait qu'il faut quand même être, pas vigilant, mais des risques qu'il peut y avoir en fait quand on se tourne trop vers l'autre. Le risque, c'est de se laisser emporter en fait, de ressentir trop fort et de vivre limite les émotions, la vie de l'autre à sa place. Et ça, en fait, plus on apprend de soi, plus on se rend compte, ah ben là, ok, je ressens ça, c'est normal, je suis comme ça, mais ça lui appartient. Voilà. Je compatis, je suis là pour la personne, mais ça lui appartient. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière tout ça, mais c'est ça, processus de guérison et de résilience. Exactement. C'est ça. Donc voilà. On va s'arrêter là pour ce soir. On a fait 1h30 de live. Donc on va s'arrêter là. Je pense pas pouvoir faire un live demain soir, mais comme je vous ai dit, je vais essayer d'en faire un quand même lundi soir. Voilà. Donc lundi, on va finir le livre sur les dépendances affectives. Peut-être que j'en ferai un dimanche, on sait jamais. Donc n'hésitez pas, quand vous vous abonnez à mon profil, n'hésitez pas à mettre la cloche pour la notification lorsque je passe en live, parce que les heures, ça dépend. Voilà. Mais bon, si vous n'êtes pas disponible, il n'y a aucun souci. Vous pouvez regarder le replay pour écouter la fin du livre sans problème. Surtout que les derniers chapitres sont hyper bien, puisque ça donne plein de... ça outille en fait pour la suite, pour prendre soin de soi, etc. Donc à écouter. Voilà. Merci à... Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Enfin, je sais plus trop, mais en tout cas, je suis contente de te revoir. Darien Afid. Donc, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous remercie pour toutes ces discussions, d'avoir été toutes présentes et présents à la lecture. Merci pour vos messages, vos commentaires, pour les discussions qu'on a eues. C'était hyper intéressant. Étant donné que je ferai plus de lecture, je pourrais vous faire monter en live, donc on pourra voilà, on pourra échanger sur vos situations. Moi, je pourrais pas vous coacher parce que là, voilà, mais en tout cas, essayer qu'on trouve des solutions et de vous aider. Donc, on fera des choses comme ça, je pense. Voilà. Ah ben, trop bien. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez bien soin de vous, reposez-vous bien. Passez une bonne nuit. Merci Nacho. À bientôt. Voilà, à bientôt tout le monde. Et voilà. Et le livre, vous l'avez dans ma bio, comme je vous avais dit sur mon profil. Si vous souhaitez aller revoir le résumé, l'auteur, voilà. C'est un lien Amazon, donc vous pouvez aussi le commander, mais voilà, évidemment, c'est avant tout pour regarder et aller creuser un peu plus si ça vous intéresse. Très bonne soirée, je coupe le live, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour la dernière lecture si vous êtes intéressé. Et aussi surtout sur YouTube. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.